Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Ce matin, je reçois Olivier Vial pour réagir à la mort du jeune Quentin, mais surtout à toutes les réactions qu'elle a suscitées, qu'elles soient sociales ou politiques. Alors Monsieur Vial, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour faire un point sur la terrible affaire de Quentin et des violences de l'extrême gauche. Alors on va parler des conséquences de tout ça, mais aussi des différentes réactions qu'elle a suscitées. Et pour commencer justement, est-ce que vous pouvez revenir sur les éléments établis autour de la mort de Quentin et nous dire ce que révèle cette affaire sur les dynamiques de violence auxquelles on insiste aujourd'hui? En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, puisque en quelques jours quand même l'affaire a beaucoup avancé. Hier, on a eu l'interpellation de 9 militants, dont l'un des collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnaud. Un nom qui avait été cité quasiment dès le début, mais dont on nous avait dit qu'il n'était pas du tout impliqué, etc., malgré les témoignages. Donc, on voit effectivement, qu'on a 9 personnes, tous issus de la mouvance d'ultra-gauche. Une grande majorité d'entre eux sont membres des membres de la Jeune Garde, ou on devrait dire d'anciens membres de la Jeune Garde, puisqu'officiellement cette structure a été dissoute l'année dernière. Je rappelle effectivement que même s'il y a un recours devant le Conseil d'État, ce recours n'est pas suspensif. Donc la Jeune Garde est bien dissoute. Le fait d'ailleurs que ces agresseurs-là soient membres de la Jeune Garde et se retrouvent ensemble, c'est constitutif d'un délit de reconstitution de ligue dissoute. Donc ça aussi, ça devra s'ajouter à la liste des chefs d'inculpation qui sont déjà requis. La deuxième chose qui est importante, c'est la requalification justement de ce qui s'est passé, puisque on a senti que le parquet a commencé de façon extrêmement timide en disant qu'il y avait des violences volontaires, puis après des violences volontaires ayant entraîné à la mort. Et là, désormais, suite d'ailleurs à l'autopsie, on a un homicide volontaire, puisque le procureur de la République a bien insisté sur le fait il y avait de nombreux coups portés à la tête avec une violence telle que les gens qui les ont portés ne pouvaient pas imaginer que ça allait conduire à autre chose que la mort de celui auquel ils assénaient. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave, et ça montre effectivement une augmentation de la violence et de l'intensité de cette violence. Donc aujourd'hui, on a, pour résumer, 9 personnes qui sont en garde à vue actuellement, toutes issues de l'ultra-gauche, une grande majorité d'entre eux d'anciens membres de la Jeune Garde. Ils ont agi en marge d'un meeting de Rima Hassan à Sciences Po Paris. Là aussi, on y reviendra peut-être, c'est pas innocent, parce que même si depuis 24 heures, Rima Hassan dit qu'elle n'a jamais eu aucun lien avec la Jeune Garde, qu'elle dénonce leur présence à ces meetings, il y a déjà eu un précédent, puisque en 2024, 8 membres de la Jeune Garde ont été mis en examen suite à une agression antisémite. Ils avaient agressé un jeune de 15 ans, et déjà à l'époque, c'était en marge d'un meeting de Rima Hassan, et la presse avait relevé que la Jeune Garde faisait le service d'ordre de l'eurodéputé. Donc on a ce contexte-là. Après, pour revenir sur votre question sur la montée de l'intensité de la violence politique et de l'ultra-gauche, clairement, en fait, c'était quelque chose malheureusement, on pouvait imaginer que ça allait arriver, puisque ça fait plusieurs années et plusieurs mois, surtout, qu'on voit une augmentation à la fois en termes de nombre et en termes d'intensité de la violence de cette mouvance Antifa. On est dans un vrai changement d'attitude et de stratégie. Pendant très longtemps, les militants Antifa, et c'est un peu ce qu'on a voulu essayer de calquer comme récit au début de ce mouvement-là. Le récit, c'était de dire que c'était une bagarre entre militants. Et ça, effectivement, ça existe, c'est condamnable, mais ça existe depuis pas la nuit des temps, mais encore depuis très longtemps. Sauf qu'en réalité, on n'est plus du tout dans ce genre de choses-là, puisque depuis au moins 2015-2018, les mouvements Antifa se sont structurés de façon différente. Ils sont moins à la recherche de la confrontation avec d'autres groupes, notamment d'ultra-droite, mais ils ont mis en place un système de renseignement
Mark Bray, qui est un peu l'inspirateur de cette mouvance-là, qui est un historien américain qui a écrit en 2018 le manifeste antifasciste, explique d'ailleurs que c'est la première mission des antifas, c'est d'être en capacité de faire du renseignement pour savoir où se trouvent, qui sont leurs adversaires, où ils se trouvent, où ils habitent, où ils se réunissent. L'objectif est de pouvoir les attaquer là où ils ne s'y attendent pas. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une confrontation donc parce que des militants d'ultra-droite ou d'extrême droite tracteraient, on aurait des militants qui les rencontreraient et il y aurait une violence finalement spontanée qui se mettrait en place. Là, on est vraiment dans une violence préméditée où les gens savent exactement qui sera à quel endroit et du coup, ils adaptent leur dispositif pour être toujours en surnombre et armés. Mm. Donc ça, c'est déjà un premier chose qui est très différent parce qu'on n'est pas du tout dans la même nature de la violence. Dès lors que la violence devient stratégie, qu'elle devient préméditée, on ne peut pas l'excuser comme simplement une bagarre entre militants. C'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'effectivement, on voit une augmentation de la violence de façon extrêmement démesurée. Euh, ce qu'on a vu là pour Quentin, certains ont sans doute vu les images qui ont été diffusées par TF1. Elles sont ignobles. On voit effectivement des gens s'acharner sur sa tête, des coups de pied donnés en pleine tête. Il faut savoir que ça, dans de nombreux groupes sur Telegram, notamment Antifa, ils appellent ça salade de penalty. Et en fait, c'est devenu un mot d'ordre. Taper à la tête est devenu un mot d'ordre. Dès lors que ce mot d'ordre-là, qui est devenu un hashtag dans lequel il se vante, effectivement, le drame, il est quasiment une éventualité, quoi. Je veux dire, on ne peut pas imaginer que on peut taper quelqu'un en pleine tête à coups de pied sans que demain il y ait des morts. Et pourtant, c'est quelque chose qui, depuis maintenant plusieurs années, est devenu vraiment un de leurs mots d'ordre. Donc, cette violence-là, et elle est rendue possible, et c'est peut-être ce qui est le plus grave, parce que il y a une vraie montée de la déshumanisation. En réalité, leurs adversaires ne sont plus des adversaires politiques, ce sont des ennemis à abattre. Ils ont été nazifiés. En fait, on essaye de les faire passer pour justement la résurgence de tout ce qui aurait de pire dans le monde, quel que soit leur parcours, puisque on s'aperçoit que cette extrême droitisation et cette nazification peut toucher tout le monde. On a eu François Hollande qui a été interdit il y a quelques années de conférences parce que justement il était classé quand même comme d'extrême droite, qui est quand même pour un président socialiste assez amusant. Mais plus récemment, et peut-être encore de façon plus grave, lors de la fête de l'humanité, ils avaient invité Paul Watson. Paul Watson, qui est un militant écologiste, qui est célèbre pour son combat pour les baleines. Sa conférence a été interrompue par les militants Antifa qui ont scandé "On est tous antifascistes" et qui l'ont sorti de la conférence parce qu'ils ont jugé que ce militant écologiste, qui est pourtant l'une des figures de la gauche écologiste depuis des années, était lui aussi fasciste. Donc on voit qu'effectivement tout le monde peut être aujourd'hui accusé de fascisme. Ça a d'ailleurs là encore été théorisé en 2018, puisque en 2018, Marc Bray notamment explique que si le mouvement antifasciste doit se contenter d'attaquer les nostalgiques de Pétain, il y aura bientôt plus de raisons de combattre, et donc il faut élargir ce qu'est le fascisme, et notamment l'élargir à toutes les luttes intersectionnelles. Et est-ce que, du coup, cette affaire, on peut la mettre en parallèle avec d'autres affaires qui ont déjà eu lieu, ou est-ce qu'on a dépassé vraiment un stade de violence de l'extrême gauche qui représente un tournant très important? Je pense effectivement on peut la mettre en parallèle. La vraie, ce qui constitue un tournant, c'est le drame de la mort. Mais en réalité, il y a déjà plusieurs affaires où on aurait pu, malheureusement, avoir quelqu'un qui décède, puisque c'est pas la première fois que des militants sont agressés et que des coups de pied sont donnés à la tête. À Strasbourg, des militants de l'Uni ont été attaqués par une centaine d'antifas, dont certains étaient armés de couteaux. Il y aurait très bien pu avoir là aussi un incident et quelqu'un qui décède. Il y a un militant, un ancien délégué national de l'Uni, il y a 2 ans, qui lui aussi a été attaqué par plusieurs antifas, roué de coups, et là encore, sa tête est tombée sur le trottoir. Il aurait très bien pu y rester aussi. Donc, à chaque fois, en fait, je pense on avait les mêmes ingrédients, on avait juste évité le drame de peu de choses. Là, effectivement, le drame est arrivé, ce qui lui donne un impact beaucoup plus important, mais finalement, et c'est un peu c'est ce que moi j'ai essayé de tirer comme sonnette d'alarme depuis un moment, on avait déjà tous les ingrédients et le drame était forcément
au bout de ce cheminement-là. Quand, au mois de novembre dernier, les responsables de l'UNI ont rencontré le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'Enseignement supérieur, en lui remettant un dossier avec les 43 agressions que leurs militants dont leurs militants avaient été victimes entre janvier et septembre 2025. Parmi ces agressions, donc des attaques au couteau, des militants à Rennes attaqués à 2 contre 30. Tout ça, effectivement, ça n'était qu'annonciateur d'un drame possible et d'un drame qui finalement est arrivé jeudi dernier. Et comment justement vous expliquez l'évolution de ces modes d'action et des discours de certaines mouvances d'extrême gauche ces dernières années? Est-ce que c'est lié à des facteurs simplement politiques ou est-ce que c'est aussi socio-économique, médiatique? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette montée aussi des discours et des violences? En fait, il y a une vraie montée de la violence en règle générale dans l'ultra-gauche. On a vu monter, parce qu'en fait, l'ultra-gauche, c'est plein de familles. Les antifas, c'est que la branche un peu émergée de mouvements qui sont souvent d'ailleurs encore plus radicaux qu'eux, mais moins visibles. Et notamment, ils ont été rendus visibles. D'ailleurs, ça, c'est peut-être un petit point à souligner. La jeune garde a été finalement surtout un moyen de rendre visible ce mouvement-là, puisque traditionnellement les mouvements antifa existent depuis longtemps, mais c'était des mouvements extrêmement indépendants, avec des cultures locales très spécifiques. Et la jeune garde, quand elle se crée en 2018, décide de créer une marque nationale et de créer une structure antifa très structurée, avec des formations, des camps d'entraînement, avec une esthétisation de la violence qui soit à peu près la même partout. Donc à Paris, Strasbourg, Lyon, etc. Ce qui est très nouveau. Et c'est et avec un porte-parole, ça aussi ce qui est très nouveau, parce que normalement les mouvements antifa ne portent pas de discours politique, hein. Ils se contentent justement des agressions. Là, l'idée c'était pour eux de d'esthétiser cette violence et d'illustrer la conflictualisation. C'est en ça que finalement Jean-Luc Mélenchon les repère et va tout de suite trouver une synergie avec ces mouvements-là, puisque sa stratégie de conflictualisation, elle devient incarnée par ce mouvement-là, et donc dès les années 2020, LFI va faire venir les mecs de la jeune garde dans ses universités d'été. Jean-Luc Mélenchon lui-même va participer aux universités d'été de la jeune garde très fréquemment, et il va aller jusqu'à leur confier une investiture et faire élire Raphaël Arnaud. Ça veut juste dire qu'effectivement, on a à un moment donné une fusion entre deux stratégies qui finalement sont simplement les deux bouts de la même ficelle. D'un côté, un discours politique qui prône la conflictualisation comme un moyen justement d'aller au-delà des scores électoraux et de permettre une victoire idéologique et politique par le chaos créé et notamment la conflictualisation. C'est aussi un moyen pour Jean-Luc Mélenchon de mobiliser son électorat. Une des grandes volontés de Jean-Luc Mélenchon, on le sait maintenant, c'est de mobiliser notamment l'électorat des quartiers, qui historiquement est un électorat qui vote moins, avec un taux d'abstention plus élevé. Le seul moyen de mobiliser cet électorat, c'est d'agiter la crainte d'une montée de l'extrême droite, et d'une extrême droite qui serait extrêmement violente vis-à-vis de ces quartiers-là. Et donc tout le discours, ça va être à la fois de conflictualiser et de faire monter le spectre et le spectre d'une menace de l'extrême droite de façon extrêmement importante. Et dans ce cas-là, la jeune garde est un instrument de cela, puisque elle crée le conflit et elle l'incarne dans la rue par ses bagarres. Elle fait monter la crainte de l'extrême droite, parce que elle explique partout que elle est là pour mener des actions de défense face à une menace qui serait dans nos rues, et qu'elle serait là pour défendre tous ceux qui seraient menacés. Et donc, elle permet effectivement de concrétiser cette menace fantôme. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour et Jean-Luc Mélenchon et la jeune garde, et ce qui explique cette synergie qu'ils ont trouvée, et qui est une synergie qu'on retrouve effectivement aujourd'hui politiquement, et qui explique beaucoup de choses, puisqu'on a une montée de la violence aussi en termes de discours, une montée de la violence en termes de revendications. La seconde chose qu'on voit alors en dehors des milieux antifa, c'est qu'effectivement il y a toute une génération dans les militants, notamment écologistes, qui après 2015 constatent que les mobilisations classiques, la démocratie,
ne fonctionne pas pour obtenir, en tout cas, n'est pas assez rapide à obtenir les résultats que eux espéraient. Et donc petit à petit, ils vont déserter la politique classique, ils vont déserter les partis politiques classiques pour se tourner vers des collectifs. Ça a été d'abord des collectifs de désobéissance civile comme Extinction Rébellion, Alternativa, et puis petit à petit, ils sont passés de la désobéissance civile. Là encore, constatant que finalement, ça fait de belles images, mais ça ne fait pas vraiment avancer les choses, à l'action directe, le sabotage, qui est vraiment la phase à laquelle on assiste aujourd'hui, avec une multiplication des sabotages. Pour l'instant, effectivement, l'idée, c'était toujours de dire, et ça, c'est notamment un de leurs penseurs, Andreas Malm, qui est un universitaire suédois, l'auteur de Comment saboter un pipeline, qui est vraiment celui qui a remis au goût du jour toute la pensée d'ultra-gauche sur le sabotage. Euh, Petite parenthèse, là encore, on a une passerelle évidente entre cette mouvance-là et LFI, puisque LFI a décidé de confier à Andreas Malm une chaire de géographie dans son institut de formation qui s'appelle l'Institut de la Boétie. Donc, ils ont confié aux théoriciens du sabotage et de l'ultra-gauche la plus radicale, qui a été formé notamment par les gens du FPLP, donc du Front Populaire de Libération de la Palestine, qui est un mouvement terroriste. Donc c'est cette personne-là qui a été chargée de former les militants de LFI. Et donc lui explique très clairement que l'objectif, c'est de bien regarder quel est le degré d'acceptation de la violence dans l'opinion publique et de la faire monter petit à petit. Parce qu'il a conscience effectivement que on peut pas tout de suite aller à un très haut niveau de violence parce que l'opinion publique va finir par condamner. Et donc il explique lui qu'il y a une loi tendancielle d'acceptation de la violence en fonction notamment des événements climatiques. Et donc au début c'est la désobéissance civile, ensuite c'est de la violence, c'est des sabotages. Petit d'abord, les micro-sabotages, et puis on peut monter au fur et à mesure que l'opinion publique finit par s'y adapter. Il explique dans ses écrits que la violence contre les personnes est pour l'instant contre-productive, mais c'est pas une condamnation de principe, c'est une condamnation d'opportunité. Il estimait que selon les moments, c'était contre-productif, et ça a été très souvent ce qui a été mis en avant, c'est qu'en gros on se disait bon bah ils sont hostiles à ça. Sauf qu'en réalité on s'aperçoit que les mouvements antifa depuis très longtemps déjà avaient mis une entorse à tout ça, et dans les mouvements écologistes les plus récents comme les soulèvements de la terre, on voit bien qu'effectivement la violence contre les personnes, il peut y avoir des nuances, parce que si ces personnes-là sont notamment des personnes des forces de l'ordre ou des agriculteurs qui utilisent des bassines, etc., la violence devient légitime, et donc on a eu des actions contre ces personnes-là. On a de plus en plus des actions de violence et de sabotage contre des ouvriers sur des chantiers, notamment d'infrastructures. Donc on voit bien effectivement que ça a monté. Et très récemment, et c'est pour ça que on est aujourd'hui très inquiet sur cette montée de la radicalité, parce qu'après la mort de Quentin, le lendemain, on a appris que dans l'est de la France, pour la première fois depuis les années 70, une bombe a été désamorcée. Elle avait été mise chez un ingénieur de l'Andra. Donc on n'avait pas ciblé une infrastructure, mais une personnalité, un ingénieur de l'Andra. Donc l'Andra, c'est l'agence qui gère la gestion des déchets nucléaires en France et qui est en charge de créer un grand projet sur justement l'enfouissement de ces déchets, qui est un projet extrêmement stratégique pour toute la filière nucléaire française et qui est contesté depuis quelques années par des militants écologistes. Sauf que pour la première fois, on a quelqu'un, ça a été revendiqué sur les sites anarchistes, qui a posé une bombe, pas pour empêcher le projet, mais pour s'attaquer à l'un des personnes qui travaillent sur le projet. Donc on a visé une personne et plus une infrastructure, et on l'a attaqué avec une bombe, ce qui est quelque chose de très nouveau et qui marque effectivement une rupture et une gradation vers un niveau de violence. Donc c'est vrai que cette semaine, avec la mort de Quentin et avec cette bombe désamorcée, on est effectivement dans un niveau de violence qu'on n'avait encore pas connu depuis la fin des années 80, depuis le milieu des années 80. Vous avez également évoqué l'opinion publique dans tout ça. On a beaucoup entendu sur les médias, on entend depuis des années beaucoup parler de violence et d'extrême, au niveau extrême politique, mais concernant beaucoup la droite. Petit à petit, on commence à entendre violence d'extrême gauche, mais c'est quand même difficile à sortir. Quel rôle justement jouent les médias dans la construction de l'image de l'extrême violence politique ?
En fait, c'est à la fois les médias, mais les médias, pour moi, sont presque finalement la deuxième courroie. Le vrai problème, c'est que pendant des années, personne n'a étudié la violence d'ultra-gauche. En réalité, la majorité des chercheurs spécialistes de violences politiques se sont concentrés sur l'extrême droite et ça a été flagrant dans tous les crédits de recherche à l'université. La majorité de mes alter ego sont tous concentrés sur l'extrême droite et ont ce prisme-là de façon extrêmement importante. Donc effectivement, c'est ce discours-là universitaire très marqué, parce que pour être très transparent, une grande partie d'ailleurs des spécialistes de l'extrême droite sont souvent eux-mêmes des militants ayant devenus universitaires, mais d'anciens militants étant plutôt d'obédience d'extrême gauche pendant un moment. Donc ils ont bien connu et ils ont cette focalisation-là. La vraie difficulté, c'est qu'effectivement, du coup, on n'a jamais pris en compte de façon assez sérieuse cette violence-là. C'est vrai donc des universitaires, et je pense que c'est le vrai problème, c'est qu'on a besoin aujourd'hui d'une vraie recherche universitaire sur ce que sont les ressorts de cette ultra-gauche, de ces autonomistes, de ces mouvements antifa, parce qu'il y a un vrai, il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de concepts qui les structurent. On est en face d'une idéologie assez organisée, assez complexe, et avec des méthodes d'action aussi qui deviennent dangereuses. La seconde chose, c'est que je pense que la justice et les forces de police, là aussi, ont un peu sous-estimé, considérant que l'extrême droite était le principal danger. On a là récemment des chiffres d'Europol qui expliquent que les attentats d'ultra-gauche sont la deuxième menace juste après le djihadisme, ce qui n'est pas du tout le discours qu'on a habituellement en France, même si les chiffres des renseignements territoriaux sont quand même très clairs, hein, malgré ce que disent certains experts. On a 3500 fichiers S dans les membres de l'ultra-gauche, un peu plus de 15 000 personnes qui sont suivies et qui ont des profils inquiétants. On est on est autour de 1300 pour l'ultra-droite, donc on est quand même sur un rapport de 1 à 3 au minimum. Donc l'ultra-gauche est beaucoup plus importante en nombre et en action. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est la justice qui très souvent a traité toutes les agressions, les attentats menés, les sabotages de façon ponctuelle, sans essayer de faire le lien entre ces différents sujets, ce qui fait que finalement on en a une connaissance assez embryonnaire. L'ancien procureur de Grenoble, Éric Vaillant, qui a été procureur à Grenoble pendant 6 ans, expliquait que le temps où il a été procureur de Grenoble, il a été confronté à un attentat d'ultra-gauche tous les 6 mois. Et il utilise le terme d'attentat en regrettant justement que sa hiérarchie et que la justice est toujours plutôt considéré que c'était de la criminalité classique, du droit commun, et n'est pas saisi le parquet national antiterroriste. Ça aurait sans doute permis, et je pense que c'est une des vraies choses aujourd'hui sur lesquelles il faut qu'on demande, c'est vrai pour les antifas, c'est vrai pour les autres agressions dont j'ai parlé, on a besoin de cette qualification-là pour qu'on regarde qui sont effectivement les auteurs des agressions, mais qui sont les personnes qui les soutiennent, quelles sont les idéologies qui les ont amenés à cela, quels sont les moyens financiers et logistiques qu'ils ont, qui est-ce qui leur apporte ces moyens, parce qu'il y a des structures, on voit qu'il y a une nébuleuse, alors elle est effectivement peut-être plus compliquée à comprendre que dans le narcotrafic où tout est très organisé, mais il y a quand même une nébuleuse, et si on veut arriver à comprendre et à tirer les traits entre ces différents points, on a besoin d'une vision d'ensemble. Donc, on a vraiment besoin que, notamment, le PNAT se saisisse. Et je pense que si on avait l'université qui se mettait à faire des recherches sérieuses, ou voilà, des think tanks comme le nôtre, parce qu'on est un peu les seuls là-dessus, financer ces recherches sérieuses, de la justice qui mette ses moyens pour mieux comprendre tout l'écosystème de l'ultra-gauche et pas simplement s'attarder juste sur les conséquences, mais bien comprendre son écosystème, les médias derrière seraient sans doute beaucoup plus alimentés avec des faits précis et peut-être qu'on aurait moins cette vision déformée qu'on a aujourd'hui. Pour terminer justement cet entretien, quels sont selon vous les enjeux et les conséquences déjà qu'on peut voir par rapport à ces violences, que ce soit pour la démocratie, pour l'ordre public, le débat politique en France? Quelles sont les conséquences et les enjeux qui se jouent actuellement?
pense qu'il y en a plusieurs. La première, c'est justement ce qu'on disait, c'est la prendre au sérieux. Et donc, en termes de réponse judiciaire, c'est bien considérer que c'est pas un incident isolé, qu'il y a une stratégie derrière, et donc il faut bien y mettre des vrais moyens et comprendre que ce sont des crimes idéologiques politique. Et donc, il faut aussi arriver à comprendre ces ressorts-là. Ça, c'est la première des choses, bien comprendre qu'on n'est pas en face justement d'un incident ou d'un accident qui n'a pas de lien avec d'autres événements. La seconde chose, c'est que vu que c'est politique, il faut aussi regarder quels sont les liens entre cette mouvance-là et l'extrême gauche. Là, on est en face de quelque chose qui est très nouveau, puisque traditionnellement, l'ultra-gauche violente existe depuis presque toujours, mais il y avait une frontière hermétique entre elle et les partis politiques de gauche, voire d'extrême gauche. C'est d'ailleurs le cas à l'extrême droite. L'ultra-droite existe, mais il y a toujours eu un rejet très clair et il n'y a pas de lien entre l'ultra-droite et les partis d'extrême droite. Euh, pour la première fois avec LFI, cette frontière-là a été brisée et on a eu cette fusion cette passerelle créée entre l'ultra-droite et l'extrême gauche. Et donc là, il faut effectivement qu'il y ait une prise de conscience politique de qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir voulu cette fusion entre ces deux mouvements-là. Et je pense que la responsabilité aujourd'hui, elle est du côté de LFI, c'est sûr, mais elle est aussi du côté de ses alliés qui doivent clarifier leur position. Tous ceux qui font alliance avec LFI aujourd'hui le font maintenant en conscience que LFI a armé et en tout cas à donner des moyens pour renforcer des mouvements qui sont des mouvements violents. Et donc il faut qu'ils en tirent les conséquences, je pense, et qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui de clarification politique, notamment du Parti socialiste et des écologistes et du Parti communiste, pour savoir quelles leçons ils tirent et demain, s'ils font alliance encore électorale avec LFI, ils ne pourront pas le dire qu'ils ne savaient pas le degré où entraînait la conflictualisation théorisée par Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est la deuxième point, c'est effectivement un recours politique. Et puis le troisième point, je pense effectivement, c'est quand même de surveiller de façon beaucoup plus importante les mouvements d'ultra-gauche et là pour le coup les mouvements antifa sont sans doute les plus faciles à surveiller parce que c'est ceux qu'on connaît le mieux, mais il y en a beaucoup d'autres, plus les connaître et regarder aussi quelles sont leurs influences étrangères, puisque c'est souvent des réseaux internationaux. Ils peuvent de temps en temps être instrumentalisés par des puissances étrangères. On a eu le cas notamment récemment à Dijon, ou sur le campus de Dijon, Sami Bachir Biazar, pardon, qui était un agent de la force Al-Quds, donc des services secrets iraniens, était présent à Dijon pour justement créer les conditions de l'agitation sur le campus. Il a été arrêté et expulsé, mais effectivement, on voit que cette ultra-gauche-là peut aussi être quelquefois instrumentalisée par des puissances étrangères qui ont tout intérêt à ce que cette conflictualisation dans notre pays, cette violence s'installe parce qu'elle finit par affaiblir notre pays. Eh ben, Monsieur Vial, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et nous avoir Avec partagé plaisir. votre expertise. Puis on espère vous revoir prochainement sur Omerta. À bientôt. Au revoir. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain!